une société sans crime, ne vous faites pas d'illusions, c'est pas le jardin d'Éden, c'est Minority Report. Le rôle de l'État, c'est de dire j'ai un budget limité. Avec ce budget limité, mon rôle est de définir des priorités sans lesquelles on est en danger. Donc ça va effectivement, en règle générale, être l'infrastructure, l'énergie, le régalien, l'armée, etc. Au-delà de ça, normalement, l'État est censé dire le marché est plus efficient que moi. La phrase qui commence à revenir de manière inquiétante, c'est quand même si t'as rien à cacher, t'as rien à craindre. Et donc à la fin, on se retrouve dans un système un petit peu ubuesque où les seuls qui sont au courant de l'absurdité sont ceux qui ont intérêt à ce qu'elle continue. Comme on est en France avec 99% de taux de bancarisation, l'inflation faible parce qu'on a préféré mettre de la dette à la place, parce que les paiements sans contact au supermarché fonctionnent bien, etc. On est dans ce que tu dis, c'est-à-dire l'assurance le jour où la maison est en feu. Bonjour Alexandre, du coup on te reçoit pour la chaîne YouTube de Bull Bitcoin. Est-ce que tu peux te présenter très succinctement, parce que je pense qu'il y a peu de gens qui ne te connaîtront pas à ce stade. Bonjour Théo, merci pour l'invitation. Alors moi c'est Alexandre Stachenko, je suis entrepreneur dans le milieu Bitcoin depuis une dizaine d'années. J'avais fondé Blockchain Partner, qui était une société de conseil sur les sujets Bitcoin, crypto en général, que j'ai vendu à KPMG en 2021. Je suis resté 2 ans directeur crypto chez KPMG France et en 2024, j'ai quitté KPMG en 2023 pour faire de l'indépendant pendant 1 an, des conférences, des livres, des essais sur le sujet Bitcoin. Et puis en 2024, en avril, j'ai rejoint Paymium, donc qui est aujourd'hui la seule place de marché crypto, en tout cas surtout Bitcoin en France, et une des pionnières dans le monde, fondée en 2011, et où j'occupe le poste de directeur de la stratégie. Voilà. Après, j'ai des casquettes écosystème, j'ai fondé la DAN en 2020 et avant ça la Chaintech, donc j'ai beaucoup contribué à la réglementation, la fiscalité, des sujets passionnants. Exactement. Du coup, pour revenir sur Paymium, il y a une interview qui est sortie dans The Big Whale que tu as donnée, c'était un peu plus tôt dans la semaine, ouais, dans laquelle tu revenais un petit peu sur voilà, le positionnement de Paymium, les challenges, etc. etc. Déjà, un point que j'avais trouvé intéressant dans l'interview que tu as fait, consistait finalement à mentionner que c'est la seule place de marché en France, comme tu disais, et toi tu vois un enjeu de souveraineté du fait qu'il y ait au moins une place de marché en France. Est-ce que tu peux juste rapidement nous expliquer la différence entre une place de marché et un broker? Donc c'est exactement la différence d'ailleurs entre Paymium et Bull Bitcoin, et finalement qu'est-ce que tu entends par... pourquoi pour toi c'est important qu'il en reste au moins une? Effectivement, c'est une différence que peu de gens ont en tête parce que c'est une différence finalement un peu technique dans le milieu de l'industrie financière, mais c'est une différence qui existe aussi dans la finance traditionnelle où en fait on se pose si, je sais pas moi, Bob Patrimoine ou Michel Courtage n'est pas en France, c'est pas un drame, il existe le concurrent Bob Patrimoine et Michel autre chose. À l'inverse, si Euronext n'est pas en Europe, c'est déjà plus embêtant pour la cotation des actions, pour la maîtrise de la souveraineté sur l'infrastructure financière. Donc là, sur le monde de Bitcoin, on a un peu la même différence, avec quand même la différence majeure qu'on ne parle pas d'actions, on parle de Bitcoin. Mais si on porte la conviction, évidemment c'est une condition, mais si on porte cette conviction que Bitcoin est là pour rester à long terme et que ça fait partie des incontournables de l'écosystème financier et monétaire de demain, ce que je pense, je pense qu'on aura un sujet de commerce international qui sera fait dans un étalon neutre, non national. Je pense qu'on aura des sujets de limitation de l'inflation, de hedge contre les politiques monétaires expansionnistes. Donc pour moi, Bitcoin fait partie du paysage notamment financier et monétaire international. Si on part de ce postulat-là, alors l'absence d'une place de marché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un point de vue de la souveraineté, tous les acteurs européens sont condamnés à faire ce qu'on fait déjà sur le numérique, c'est-à-dire que dès qu'on veut s'approvisionner à la source, en fait on est obligé de demander l'avis d'une plateforme étrangère. La différence entre un broker, donc un courtier en français, et une place de marché, c'est la position dans la chaîne de valeur d'une certaine façon, et c'est aussi sur le business model. La place de marché, en fait, elle fait de l'intermédiation, elle met en relation des acheteurs et des vendeurs en créant une infrastructure de marché qui permet à un carnet d'ordre d'opérer. Donc ça va être des vendeurs qui vont mettre des ordres de vente, des acheteurs qui vont mettre des ordres d'achat, et lorsque le prix se rencontre, c'est là que se forme le prix. Le prix d'un asset est formé sur une place de marché. Donc quand on dit Bitcoin vaut 60 000 euros ou dollars ou peu importe, en fait on fait référence à un prix qui a été formé en tant que dernier échange effectué sur une place de marché. Sur Bitcoin, ce prix, il n'est pas mondial parce que chaque place de marché forme son prix. Donc après, il y a des opportunités d'arbitrage qui se créent jusqu'à ce qu'on obtienne quelque chose qui soit plus ou moins lisse au niveau mondial.
Un courtier, il arrive plus tard dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire que lui, en fait, son business model n'est pas, d'une certaine façon, l'intermédiation entre des gens qui ne se connaissent pas. Son business model, ça va être de s'approvisionner lui-même pour son compte en Bitcoin, en euros, en dollars, etc. Et ensuite, d'interagir avec ses clients comme un commerçant. Il va leur vendre des Bitcoins, il va leur vendre des euros qu'il possède lui-même, et il s'est fourni ailleurs pour obtenir ces euros ou ces bitcoins. Donc en fait, dans la chaîne de valeur, le niveau 0, l'infrastructure, c'est la place de marché. Et au-dessus, on rajoute des courtiers qui, en règle générale, vont être beaucoup plus efficaces, souvent dans le retail, parce qu'ils vont chacun avoir une stratégie de niche pour s'adresser à tel ou tel public, vont être peut-être meilleurs en expérience utilisateur, vont être meilleurs dans la conquête commerciale, vont être meilleurs voilà, dans plein de choses, mais les courtiers, de manière générale, ont mécaniquement une dépendance à l'extérieur, parce qu'ils doivent se fournir quelque part. Ils peuvent évidemment réduire cette dépendance en diversifiant l'approvisionnement, mais évidemment, du point de vue à la fois de la souveraineté européenne et française, mais aussi de Bitcoin, ne pas avoir de place de marché en France ou en Europe même, parce qu'on commence à en avoir de moins en moins en Europe, ça veut dire pour la souveraineté que c'est terrible, parce que ça veut dire qu'on n'a pas cette alternative de diversification. Donc concrètement, hein, pour rentrer dans le très très dur, on l'a vu en 2022, il y a une guerre, vous n'avez plus d'énergie. Ah, flûte, alors on ne sait pas comment faire. On a la même chose sur la monnaie. Si demain, supposez que dans un monde où Bitcoin est vraiment ancré dans l'économie, que tout le monde s'en sert, etc., d'un seul coup, vous faites quelque chose avec lequel, je ne sais pas moi, les États-Unis ne sont pas d'accord, ils peuvent vous appeler le lendemain pour dire vous n'avez plus d'argent. Bon, c'est pas pratique. Et je termine juste sur la partie souveraineté, sur la partie Bitcoin, c'est que Bitcoin est fort parce que Bitcoin est décentralisé. Donc, de la même façon, si dans 10 ans, il reste 3 plateformes qui sont toutes dans le même pays, c'est pas bon pour la décentralisation de Bitcoin. Donc, même si les autres plateformes ne sont pas au niveau des mastodontes mondiales, ça reste sain qu'il y ait une concurrence et que chaque continent, chaque zone économique ait sa propre plateforme pour pouvoir continuer à opérer. Ok, je comprends. Donc peut-être quand même pour resituer, pour faire une petite précision sur ce que tu viens de dire. Du coup, donc ce carnet d'ordre, il va aussi, permettre des cas d'usage un peu différents. Par exemple, vous n'allez pas aller chez un courtier pour trader, par exemple, parce que c'est pas une expérience d'utilisation pratique. Vous allez potentiellement avoir des spreads un peu plus élevés, donc vous allez avoir un désavantage par rapport à vos concurrents. Et par ailleurs, tu mentionnais un peu plus tôt finalement le concept de découverte de prix, c'est-à-dire que le prix se découvre forcément à la rencontre d'une offre et d'une demande. Et effectivement, nous, chez Bull Bitcoin, quand par exemple, on effectue une transaction pour un client, on n'a pas cette information-là, donc le prix, on va le chercher sur une source externe. Néanmoins, si un exchange, une place de marché, pardon, on va essayer de parler français, ne représente pas la majorité du volume, il s'y passe pas beaucoup de découverte de prix. On avait par exemple depuis très très longtemps en Europe Bitstamp, qui est un échange historique en Europe, mais qui a été racheté récemment par Coinbase. Par Robinhood. Par Robinhood, exactement, pardon. On les confond parfois les vilains dans les films. Et du coup, Bitstamp, je sais pas si vous avez déjà regardé à quoi ça ressemble le graphique en petit time frame, etc. En fait, il y avait assez peu de liquidité, donc il y a des moments où il y a plus d'ordre, etc. Et souvent, ça bouge justement parce que, comme tu le mentionnais, il y a des opportunités quand le prix se décale par rapport à d'autres places de marché. Donc il y a des arbitrageurs, donc c'est le métier, qui viennent, ils achètent à gauche, ils revendent à droite, ça leur fait une sorte de repas gratuit et ça va réaligner les prix. Mais donc, en définitive, dans ma situation hypothétique, il n'y a pas de découverte de prix qui se passe chez Bitstamp. Ils sont à la remorque de là où finalement la liquidité se trouve, la découverte de prix se fait. Et donc, dans ce contexte-là, est-ce que si on a des places de marché, mais qui ne peuvent pas rivaliser en termes de volume avec les concurrents asiatiques ou américains, est-ce que on n'est pas quand même dépendant de ces acteurs-là ? Non, parce que si je pousse le raisonnement jusqu'au bout, on ferme toutes les plateformes de marché sauf une, puisque par définition, celle qui n'est pas la plus grosse est en retard par rapport à la plus grosse. Donc c'est une question de... Après, ça évolue. Par exemple, la découverte de prix, jusqu'à 18 mois, je dirais à peu près, elle se faisait sur Binance, maintenant elle se fait sur Coinbase. Donc c'est un peu le propos sous-jacent, c'est de dire que l'angle prix est un des angles. Évidemment, quand on est une place de marché, on doit être plus compétitif qu'un courtier sur le prix, parce que le courtier, lui, justement, s'approvisionne à l'extérieur et qu'il ne va pas jouer forcément sur le prix.
En règle générale, les courtiers aujourd'hui dans le monde Bitcoin sont entre 1,5 et 2,3 de frais sur les opérations, soit de frais, soit de spread, ça dépend comment c'est brandé. Les places de marché, pour Premium, ça commence à 0,6% et ça peut descendre jusqu'à 0. Kraken, Coinbase ou d'autres ont globalement des structures de frais un peu similaires. Il y en a certaines qui sont moins chères, mais elles ont des structures de coûts un peu différentes. Mais en tout cas, on est dans ces eaux-là, on est dans du 0, donc c'est beaucoup moins cher. Donc on se doit d'être compétitif là-dessus. Maintenant, les clients ne vont pas regarder que la variable prix. En particulier des clients quand ils sont institutionnels, en particulier dans l'industrie financière où on va avoir des contraintes importantes, qu'elles soient réglementaires ou même simplement de vision long terme, où ils vont se dire ok, je suis prêt à payer 0,6 plutôt que 0,55. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de travailler avec cet acteur-là qui certes peut m'offrir un prix moins cher, mais il est localisé dans un endroit où en fait on ne sait pas, peut-être que dans 2 ans c'est FTX, peut-être qu'en fait il fraude ses comptes, peut-être qu'en fait il n'a pas la liquidité, peut-être qu'en fait plein de choses qui font que le prix est certes un des atouts, mais c'est pas le seul. Nous là on a voulu justement mettre l'accent, c'est effectivement de ne pas fragmenter notre liquidité, donc ça n'aura échappé à personne. On n'a pas pour ambition de rattraper Binance ou Kraken sur être voilà 15 000 shitcoins ou autres tokens bizarres. Si je peux me permettre, vous en avez quand même quelques-uns. On en a, mais on ne les a pas en place de marché, justement. C'est ça que, dans notre stratégie, nous, on est centré sur Bitcoin. On a quasi certitude, on ne peut jamais l'avoir en entier, mais que Bitcoin est là pour le long terme. Et que, accessoirement, c'est pas Bitcoin est une crypto parmi les autres. Il y a Bitcoin, puis il y a le reste. Cependant, on sait que si on doit faire des compromis dans le business, ce qui est toujours le cas, on peut jamais y aller en mode avec, voilà, sinon, en règle générale, ça marche pas. On sait qu'on a des stratégies qu'on doit adopter de façon défensive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si en tant que place de marché, on propose pas, par exemple, l'Ether, un stablecoin, peut-être 2-3 autres coins, en fait, notre offre de valeur, notamment pour les particuliers, elle va baisser parce que les gens n'ont pas envie de changer de plateforme d'échange lorsqu'ils passent d'un coin à un autre. Mais ces coins-là, on a décidé qu'on ne voulait pas nécessairement, en tout cas pas aujourd'hui, mais qu'on va probablement l'étendre sur certaines paires, mais choisies, on va dire triées sur le volet. Mais pour l'instant, par exemple, on les active en courtage. Parce que justement, c'est beaucoup plus facile d'activer du courtage, quitte à se fournir chez des concurrents, mais parce qu'on considère que c'est pas core business. On considère que ça augmente notre proposition de valeur, mais que si demain Ethereum meurt, ben, on arrête le courtage d'Ethereum, mais ça nous tue pas notre business model. Okay. Donc en fait, vous vendez du Bitcoin par la porte d'entrée et de la merde par la porte de service, quoi. Non, parce que déjà, je considère pas qu'on... Je dis ça en rigolant. Bien sûr, et je comprends le propos sous-jacent, mais en gros, on vend pas de la merde parce que sur les tokens, on n'est pas sur 15 000 casinos à shitcoin et n'importe qui vient, on le liste. On doit en avoir 5 ou 6 de mémoire, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins d'une dizaine. Soit parce que c'est des historiques, type Litecoin, qui est en fait un fork de Bitcoin et qui a une autre proposition. À un moment donné, la narrative, c'est que Bitcoin c'est l'or, Litecoin c'est l'argent, etc. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont toujours attachés à Litecoin. Litecoin n'a pas prévu d'avoir un VC qui sort un projet, etc. Donc, Ethereum aussi, parce que la conviction qu'on a, c'est que, encore une fois, Bitcoin n'est pas une crypto parmi les autres. Bitcoin est sur son créneau, et puis à côté, il y a des blockchains programmables. Si demain la finance ouverte se passe sur une blockchain, nous on considère que effectivement Cardano, Solana & Co, dont certains qui se font arrêter toutes les 3 semaines, sont pas forcément les concurrents les plus probables, mais Ethereum a parfaitement un avenir devant lui. C'est juste pas l'avenir de Bitcoin. Alors, désolé, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais dans ce cas, pourquoi genre Bitcoin Cash ou Basic Attention Token, qui sont ni importants, ni historiques, ni d'avenir? Non, parce que, alors, historiquement, c'est parce que alors, Bitcoin Cash, c'est parce qu'il y avait eu ce fork à l'époque, et donc il y avait eu cette scission dans la communauté. C'est vrai qu'en 2017-2018, c'était pas le Bitcoin Cash aujourd'hui. Exactement. Donc, mais la question se pose, tu as raison. Et sur le BAT, c'était une question de conformité par rapport aux valeurs, de réduire, de préserver l'anonymat sur le modèle de la pub qu'il y avait autour de BAT. On n'a pas, alors ça c'est le legacy, c'est ce qui existe sur Premium. On n'a pas vocation, comme je le disais, à rajouter 70 coins, mais on a quand même vocation en tant que place de marché, on le disait, il y a quand même un enjeu de liquidité, donc on doit être en permanence sur la crête, ne pas la fragmenter, parce que sinon on passe en dessous d'une forme d'effet de seuil où effectivement là on est à la ramasse H24 et donc en fait on disparaît, donc on doit rester au-dessus d'un effet de seuil pour rester une alternative. En vérité aujourd'hui quand on va se sourcer en Bitcoin sur Premium, quand on est un particulier ou même qu'on met des ordres à 10, 20, 30, 40, 50 000 euros, on a un slippage qui est tolérable, qui est largement OK. On n'est pas sur, dès qu'on met un ordre à 5 000, on est en train de tuer le marché. Donc on est une alternative qui aujourd'hui est viable sur Bitcoin.
Sur les autres, il faut qu'on regarde la bonne intersection, qui est toujours difficile en business, hein, mais de notre mission, ce qu'on veut faire, la demande des clients qui s'en écartent parfois, et nous, ce qu'on est capable de faire au milieu pour profiter au mieux de l'opportunité et servir les besoins, mais sans mettre à mal la mission initiale. Parce qu'évidemment, si on devient un casino à shitcoin et que à côté, Bitcoin périclite parce qu'on s'en occupe plus, on a des ressources limitées. Donc forcément, on va les attribuer en fonction de ces priorités-là sur un compromis que je peux pas dire parce qu'aujourd'hui on l'a pas fait. On regarde où est-ce qu'on va, mais en tout cas, on a vraiment recentré la stratégie pour dire nous, on est là pour Bitcoin, on va offrir des solutions autour de Bitcoin, mais si dans la demande du marché, 99% des clients disent il nous faudrait ce petit truc en plus à côté, on va faire le compromis nécessaire. Je comprends en fait la réflexion. Donc en fait, c'est presque plus un reflet du marché en France qui est quand même très orienté crypto, trading, les fois 1000, etc. Et donc en tant que place de marché, vous allez avoir du mal à pouvoir attirer des gens qui vont aussi vous apporter de la liquidité en Bitcoin si vous n'avez pas... si on n'a pas ces shitcoins qui cherchent à pouvoir échanger aussi, quoi. Là, encore une fois, c'est pas une question de, on va proposer c'est pas soit Bitcoin soit de la merde, c'est soit Bitcoin, soit effectivement l'autre extrême, c'est 15 000 tokens dont 99% sont de la merde. Nous, on essaye de faire l'entre-deux, qui est un entre-deux qui est quand même beaucoup plus proche de Bitcoin, étant donné qu'il y en a moins de 10, qui est de dire non, si un client arrive demain et nous demande la crypto numéro 365, on va lui dire ça va pas être possible. Non, bien sûr. Après, quand j'utilise ce terme, c'est purement subjectif. Hein. Oui, on n'est pas obligé d'être d'accord là-dessus. Même moi, Ethereum est dans ce cas-là, mais on va pas refaire, refaire le match là-dessus. On considère que c'est pas le même créneau, que ça peut avoir un avenir, c'est juste pas le même sujet en fait. Ok. Du coup, revenons plutôt sur la souveraineté, parce que finalement, c'est de là qu'on est parti. Un autre enjeu de souveraineté aujourd'hui, on en a beaucoup en Europe. Et notamment, on en a un sur l'énergie. On a bien vu depuis le conflit en Russie, les sanctions appliquées sur la Russie, qu'en fait, on a besoin une grande partie de l'économie européenne a besoin de l'énergie qui vient de ce pays aujourd'hui qu'on a désigné comme un ennemi. Et d'ailleurs, on en a la manifestation, l'exemplification la plus absolue dans le fait qu'on continue toujours à consommer du pétrole russe, juste s'il passe par l'Inde, comme ça on peut dire que c'est du pétrole indien, ou l'Azerbaïdjan aussi. Ou l'Azerbaïdjan, mais bon bref. L'Azerbaïdjan, je fais la précision, mais dans le contrat qu'a signé von der Leyen avec ce beau pays qu'est l'Azerbaïdjan, la promesse de fourniture de l'Azerbaïdjan à l'Union européenne est supérieure à ses capacités de production. Donc ils savent très bien ce qu'ils font. Exactement. Ouais, je connaissais pas j'avais pas cette info, mais c'est assez révélateur. Et effectivement, de toute manière, il y a un analyste sur les marchés de l'énergie que j'aime beaucoup qui s'appelle Bloomberg, qui dit un truc très juste. Il dit chaque goutte d'hydrocarbure, d'hydrocarbure, pardon, qui est extrait du sol sera consommée. Donc en fait, les gars, vous pouvez mettre les sanctions que vous voulez, vous pouvez mettre les machins, c'est fongible, et c'est absolument impératif pour faire fonctionner notre économie dans la réalité des infrastructures aujourd'hui. Donc il y a une demande, il y a une offre, et vous pourrez pas arrêter ça. Mais là où je voulais en venir, c'est que du coup, finalement, on a cette atrophie énergétique qui a déjà porté des conséquences assez énormes en Allemagne. Ils sont, si on garde les définitions habituelles de ce que c'est une récession, ils sont en récession. Il y a eu beaucoup de délocalisation de leur appareil industriel vers des pays où il y a cette sécurité énergétique que l'Allemagne s'est ôtée finalement en décidant de faire un virage assez rapide après Fukushima, hors du nucléaire et en même temps hors des fossiles, pour préférer des énergies dites ENR qui ont les avantages et les inconvénients qu'on leur connaît. Du coup, ma question en fait c'était dans ce contexte-là, où en plus on se rend compte aujourd'hui avec le contexte politique en France que on a une situation de finances publiques compliquée, une situation de croissance neurasthénique, et on voit bien avec l'exemple de l'Allemagne que faire de la croissance quand on est contraint énergétiquement, c'est quasiment impossible, quoi. On peut avoir des gains de productivité, mais c'est limité, quoi. Voilà. Mais du coup, pour toi, comment ça va se résoudre, ce truc-là, et finalement, est-ce que t'as pas une vision différente de comment on aurait pu penser différemment le sujet, quoi? Bon, c'est facile de refaire le match après. Hein. Alors, je fais quand même le disclaimer je ne suis pas un expert énergétique. Alors, et donc, c'est vrai que c'est facile de refaire le match après, mais à ta défense, t'as pas commencé à parler de ça aujourd'hui. Non, je n'ai pas commencé, mais voilà, c'est un sujet d'intérêt pour moi. Je ne suis pas ingénieur électricien depuis 35 ans. Le sujet de l'énergie, c'est un sujet qui est
est complexe parce que déjà la chaîne de valeur est immense, parce que c'est quelque chose qui c'est pas une matière première comme les autres. On fait pas le reste sans énergie. Donc ça a une place particulière dans l'économie. Ça a toujours eu une place particulière, y compris en géopolitique, parce que voilà, si on n'a plus d'énergie, on s'arrête, donc on peut plus rien faire. Donc c'est un sujet qui est crucial, mais qui pour moi est symptomatique de ce qu'a fait l'Europe à la sortie de la guerre froide, dont j'avais parlé d'ailleurs à Surfing Bitcoin, et qui était incarné dans le livre de Fukuyama, La fin de l'histoire. L'Europe était persuadée, l'Allemagne en premier lieu, parce qu'ils sont traumatisés culturellement de la responsabilité qu'ils portent dans la Deuxième Guerre mondiale, et donc ils avaient une vraie volonté de sortir de l'histoire. Ils ne veulent plus avoir de volonté de puissance, parce que la puissance égale ce qu'ils ont fait au XXe siècle égale pas terrible. Donc on va faire une forme de refoulement freudien, et on ne va plus en parler, et on va faire de l'économie, et c'est tout, point. Mais donc du coup, ils sont sortis de cette pensée géopolitique de l'école, on va dire, réaliste, qui consiste à dire que les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts, et donc en fait, si jamais il y a quelqu'un qui a un levier d'interaction sur ton pays, sur ta puissance, sur ta géopolitique, en fait, il peut s'en servir, si jamais les choses ne sont plus si alignées qu'elles ne l'étaient avant. Donc l'Allemagne est allée vraiment les deux pieds dedans, en se disant de toute façon il n'y aura plus jamais de conflit puisque la démocratie et le capitalisme ont gagné. Donc finalement le monde n'est plus qu'une avancée vers cette fin de l'histoire où on va tous se serrer la main gentiment dans un monde où tout le monde est parfait et gentil. Évidemment, c'est pas le cas, et ça pour le coup, effectivement, ça fait 20 ans qu'il y a des gens qui le disent, qui disent voilà, enfin, on est suicidaire d'aller dans cette direction-là, et donc ça se traduit pour l'Allemagne sur l'énergie. Maintenant, la France a fait le choix inverse à cette époque-là, notamment parce que il y avait le général de Gaulle et Pompidou, et qui eux n'avaient pas trop la philosophie fin de l'histoire. Ils savaient bien qu'ils étaient à la fois une puissance d'équilibre, mais que ne serait pas fini dans les années qui allaient suivre, et qu'on aurait toujours des conflits, et qu'il y avait besoin d'avoir une indépendance sur des sujets régaliens et importants. Donc on a lancé les programmes nucléaires, et on est quand même plutôt mieux embarqué que l'Allemagne sur le sujet de l'énergie. Mais évidemment, De Gaulle n'est plus là, et donc la classe politique des 20-30 dernières années a pris le relais. On se souvient de la vidéo de Dominique Voynet qui se targue d'avoir trahi son pays devant caméra en disant « Ah, j'ai bien suicidé mon propre pays sur le nucléaire ». Donc évidemment, les temps ont changé, mais en même temps, on a un sujet presque structurel et un petit peu tabou, c'est que si l'Allemagne ne se fournit pas en Russie, si la France ne se fournit pas en Algérie ou au Qatar, on n'a plus de fossiles. Donc soit on fait une cure monstrueuse, et il y a des choses qui ne sont pas remplaçables. Aujourd'hui, le transport, on ne sait pas le faire trop sans le fossile. On peut faire avec des batteries électriques, mais enfin on peut le faire avec des êtres humains aussi. On peut le faire avec des êtres humains, mais ce que je veux dire, c'est que dans la civilisation industrielle actuelle, il y a tout un pan de l'activité qu'on peut électrifier, et si on peut l'électrifier, on peut tenter de le nucléariser ou de mettre des ENR avec les avantages et inconvénients qu'on a mentionnés, mais il y a tout un pan de l'industrie, de l'économie qu'on ne sait pas électrifier. Et puis, le transport en fait partie. Juste pour faire une petite précision, moi, quelque chose qui m'a toujours fasciné, c'est que même dans cette vision de on va électrifier tout ce qu'on peut électrifier, faut voir que quand on forme ce capital, ces infrastructures, etc., les camions, le technicien qui doit aller jusqu'au truc, pour amener ta pale d'éolienne, et même pour faire certains traitements chimiques, en fait, même une fois qu'on a construit une infrastructure électrique, elle va pas s'entretenir uniquement qu'avec des moyens électriques. Donc, c'est pour ça que la sortie absolue qui est donnée souvent comme un objectif parfois dans certains cercles de réflexion ou dans certains cercles politiques en Europe, peut paraître même complètement, refléter une grande ignorance de comment l'économie réelle fonctionne en fait. Mais je pense que là où ça connecte avec le sujet de la critique que Bitcoin fait au système monétaire actuel, c'est que dans les faits, la Terre étant limitée, on sait que les ressources le sont aussi. Maintenant, c'est une question d'échelle de temps. Est-ce que c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans mais ou, dans 10 000. Ou dans 10 000, peu importe. Enfin, globalement, le consensus, c'est pas 10 000, mais soit la question qui va se poser, c'est toutes ces ressources fossiles, dont aujourd'hui l'extraction même, évidemment, consomme du fossile, parce qu'il faut bien aller le chercher. Donc il y a un taux de retour énergétique qui est de X ou Y selon l'énergie qu'on cherche à avoir. Le système monétaire actuel, étant donné qu'il s'extrait de la contrainte physique,
il nous fait faire ce qu'on appelle du malinvestment, c'est-à-dire de ne plus regarder la vraie utilité qu'apportent les choses à la société. Dans un contexte monétaire sain, ce qui se passe, c'est que si les ressources fossiles se raréfient, alors en fait, l'exigence de rentabilité qu'on va avoir des projets va augmenter. Et donc en fait, mécaniquement, par le mécanisme du marché, si un projet n'apporte pas suffisamment de valeur ajoutée à la société parce qu'il consomme trop d'énergie fossile, qui du coup a un prix qui a augmenté parce qu'il y a une raréfication, en fait, il est juste pas financé. Et donc en fait, on ajuste la disponibilité en ressources à ce que la société a envie de faire. Dans le contexte monétaire actuel, en fait, on s'émancipe de cette contrainte parce qu'on emprunte la croissance au futur en la ramenant aujourd'hui avec de la dette et de la monnaie fiat. Donc ce qui se passe, c'est que ça nous permet d'acheter pendant des années supplémentaires, potentiellement des décennies, une forme d'illusion de confort. En fait, finalement, il y a du fossile. Prends l'exemple du schiste aux États-Unis. Le schiste est quand même très difficile à rentabiliser parce qu'il faut refaire des puits, en gros, tous les quelques mois, les puits s'épuisent très vite, alors qu'un pétrole conventionnel, on fait un puits, on en a pour 40 ans. Donc en fait, c'est très intensif en capital. La quasi-totalité de ces puits, j'ai plus le chiffre exact, mais de mémoire, on était autour de 70 ou 75%, c'est peut-être 50, mais c'est dans ces ordres de grandeur-là. Des exploitations de schiste il y a encore 2 ou 3 ans aux États-Unis n'étaient absolument pas rentables, alors qu'elles opéraient depuis 10 ans. Tout ça est permis parce que l'argent est gratuit. Si l'argent n'était pas gratuit, en fait, on aurait déjà la retranscription dans le prix, puisqu'on n'aurait plus toutes ces exploitations de schiste, donc on aurait un pétrole beaucoup plus cher, donc on aurait un ajustement de la société industrielle. Accessoirement, on aurait donc probablement une récession et beaucoup de choses. Sur ce malinvestment, le fait est que c'est une problématique écologique, à mon sens, qui est énorme, parce que c'est structurel et systémique. C'est-à-dire que dire on va plus avoir de fossiles, donc il faut faire de full électrification, c'est une chose, et de toute façon, il faut électrifier ce qu'on peut. Si on fait la connexion avec le sujet de souveraineté qui était juste avant, c'est que il faut sortir la naïveté et dire, en fait, effectivement, dans un avenir plus ou moins proche, il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc il faut qu'on réduise au maximum notre dépendance aux fossiles pour les cas où c'est absolument nécessaire, par exemple le transport sur lequel on n'a pas encore trouvé autre chose de manière industrielle. Comme ça, tout le reste, on l'a électrifié. Et si on l'a électrifié, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse les centrales avant, pour qu'on ait la capacité de production. Ces centrales qui consomment effectivement du fossile pour être construites, mais donc il faut le faire maintenant. Et comme le mécanisme de prix est complètement éclaté, en fait, on ne se rend pas compte de l'urgence à faire ce genre d'investissement structurel et important, et on préfère faire des tours Eiffel en plastique et des conneries. Alors, du coup, c'est intéressant parce que ça m'amène directement à ma question suivante, qui finalement, on voit aujourd'hui que l'enjeu de la souveraineté, il commence à être utilisé, même comme élément de langage dans le politique, depuis à peu près le Covid, j'ai l'impression, parce qu'on s'est rendu Surtout compte 2022, mais le Covid a été le premier cliquet, oui. Ouais, voilà. En tout cas, depuis qu'on s'est rendu compte de la dépendance qu'on a vis-à-vis de supply chain très complexes et étendues à l'échelle de la planète, là, comme par hasard, le thème qui avait été parfaitement ignoré par les politiques partout en Europe, pas qu'en France, revient sur la table et on entend parler souveraineté, 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 même par des partis qui sont pas forcément historiquement liés à ces thèmes-là. Alors que c'est vrai qu'il y a 15 ans, vous parliez de souveraineté économique ou de choses comme ça. En gros, vous traitez de fasciste, quoi. Oui, pas besoin de remonter à 15 ans. Mais... Et en fait, moi, ce qui me perturbe un peu, enfin, ce qui me fait un peu peur dans cette vision des choses-là, c'est que finalement, la souveraineté, j'ai l'impression telle qu'on la comprend aujourd'hui, c'est-à-dire ce besoin d'avoir une indépendance et d'être capable d'avoir une résilience par nous-mêmes, elle devient une injonction pour plus d'allocation centralisée des ressources, pour plus de manipulation des prix, des subventions, des grands plans, de la centralisation de l'allocation de ressources, etc. Et finalement, ce que tu disais juste avant, c'est que une grande partie du problème, même peut-être la racine du problème, vient du fait qu'on a des faux prix parce qu'on a une monnaie Monopoly, et que donc du coup, on n'est pas capable de rationaliser les investissements qu'on fait, donc on va faire du malinvestment. Et du coup, est-ce que finalement, on ne devrait pas plutôt souhaiter quasiment, c'est une discussion que j'avais eue préalablement sur une vidéo avec Yorick, où je lui demandais les États, l'adoption de Bitcoin, etc. Il me disait, moi, je préférais que ce soit les gens qui adoptent Bitcoin. Et ça m'a fait un peu végéter, et c'est vrai que, en fait, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt souhaiter, j'ai pas de réponse à donner, hein, mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt souhaiter une souveraineté individuelle des Français, plutôt qu'une souveraineté de la France, parce que le remède risque de rajouter risque de nous emmener encore plus dans le problème actuel, quoi.
C'est la différence entre le libéral et le libertarien, d'une certaine façon. Alors je redirige pour ceux que ça intéresse sur la question précise que tu viens de poser, la vidéo que j'avais faite pour le Be Only à Annecy, puisque c'était exactement le thème de ma vidéo, souveraineté individuelle et collective. Le libertarien dira qu'effectivement la liberté individuelle prime et qu'il faut qu'on ait une société de contrat, en gros. Je le fais très rapidement. Le libéral va dire que le citoyen, l'individu est libre parce qu'il peut le faire dans un cadre dans lequel la propriété lui est garantie, et en l'occurrence elle est garantie par l'État. Et c'est la différence que je fais dans ma vidéo à Annecy entre la possession et la propriété. Typiquement, on peut posséder au sens possession des bitcoins parce qu'on en a la clé. Si l'ensemble de la société considère que vous êtes criminel, que vous n'avez rien à faire là, etc., vous ne pourrez pas en jouir, puisque personne n'en voudra de vos bitcoins. Donc en fait, vous en avez une propriété factice. De la même façon, si vous avez, je sais pas, vous êtes en possession d'une maison parce que vous êtes dedans et que c'est la vôtre, l'avantage d'avoir un État qui garantit la propriété, c'est que vous pouvez la quitter le matin, aller travailler et revenir le soir, et c'est toujours votre maison. Donc il y a un vrai avantage, et c'est la différence entre le libéral et le libertarien. Le libéral dira non, non, il y a quand même un intérêt à avoir un État. Même Hayek, la route de la servitude, il est parfaitement ouvert sur le fait de parler de monopole sur les sujets régaliens, sur les sujets d'infrastructure ou de réseau, donc est moi plutôt ma position là-dessus. Oui, d'ailleurs, juste toute petite parenthèse, parce que c'est des sujets dont on parle beaucoup, et je pense qu'il y a une clarification importante. Les économistes autrichiens sont pas libertariens, à part la toute dernière génération, Rothbard et Hoppe, par exemple, mais tous ceux qui viennent en avance répondent exactement à la définition que tu viens de faire du libéralisme. Effectivement, Hayek, effectivement, c'est pour ça que je le précisais dans la route de la servitude. Pour le coup, lui, il dit pas non, non, il y a que des contrats partout, il n'y a jamais d'État. Non, l'État est un mal nécessaire, mais voilà. Sinon, voilà. Donc la réponse à la question, c'est sur les sujets, enfin la souveraineté. On va reprendre depuis le début. La souveraineté, elle se comprend mieux quand on utilise un autre terme qui est l'autonomie stratégique, parce que si on utilise le terme souveraineté, effectivement, on peut avoir le biais de penser qu'on va être autarcique, on va faire tout soi-même et que c'est beaucoup mieux. Dans la réalité, on ne peut jamais tout faire soi-même, soit parce qu'on n'a pas les ressources, soit parce qu'on n'a pas les compétences, soit parce qu'on n'a pas l'argent. Surtout parce que c'est inefficient. La division du travail, ça existe pour quelque chose. Exactement. Donc c'est inefficient également, donc on peut pouvoir avoir envie de faire du commerce et de s'appuyer avec d'autres partenaires. Maintenant, le rôle de l'État là-dedans, c'est quoi? C'est pas de dire on va tout faire soi-même, ou bien on va filer une allocation pour que telle industrie des grille-pains puisse se faire en France. Le rôle de l'État, c'est de dire j'ai un budget limité, ce qui n'est plus le cas depuis qu'on a inventé la monnaie fiat, c'est un débat aussi connexe, mais j'ai un budget limité, parce qu'il y a un consentement à l'impôt, et le citoyen est OK pour payer une quantité d'impôt pour faire des choses qui sont limitées. Avec ce budget limité, mon rôle est de définir des priorités sans lesquelles on est en danger. Donc ça va effectivement, en règle générale, être l'infrastructure, l'énergie, le régalien, l'armée, etc. Mais au-delà de ça, normalement, l'État est censé dire le marché est plus efficient que moi. Donc si la France ou l'Europe peut survivre 6 mois sans grille-pain, eh ben on laisse le marché faire des grille-pains. Il n'y a pas besoin d'avoir l'État. Par contre, la France ne peut pas survivre 6 mois sans infrastructure, ni sans électricité, ni sans pétrole, ni sans... Donc là-dessus, il doit avoir un mot à dire. Et donc pour terminer, ce que ça veut dire, c'est que on peut avoir une tolérance à l'inefficience de l'État, parce que sur les secteurs qui sont stratégiques, on va lui demander de s'investir pour dire ce sera peut-être moins bien fait que si c'était le marché qui le faisait, mais au moins ce sera fait par nous, chez nous. Et comme ça, on n'aura pas de dépendance à l'extérieur. Et cette dépendance, elle boucle avec ce que je disais au début, cette indépendance sur ces sujets-là, elle permet aux citoyens d'être libres. Parce que si l'État est en situation de domination par un acteur étranger, par exemple sur le sujet de l'énergie, est-ce que le citoyen est libre à la fin? Pas du tout, puisque l'État est obligé de dire oui à tout ce que dit l'étranger, parce que sinon il lui coupe le réservoir d'énergie. Et le meilleur exemple de ça d'ailleurs, c'est par exemple le numérique, où on voit bien que effectivement au niveau des libertés numériques en Europe, c'est une façade, puisqu'on est dépendant de boîtes étrangères pour quasiment tous les services qu'on utilise au quotidien. Et ça participe de la même naïveté, où on s'est dit au départ le numérique c'est un joujou, c'est un gadget. On a en tête les vidéos de Gérard Terry dans les années 90, on n'imaginait pas quand même qu'on va mettre les utilisateurs du Minitel sur Internet, voyons. Donc on a fait les arrogants, et on a laissé passer la chance d'avoir une industrie locale, on a laissé passer la chance d'être brillant sur ce secteur alors que les précurseurs étaient français et européens. Et aujourd'hui, effectivement, même le moindre département de l'État utilise des traitements de texte américains, des logiciels américains, et donc ça veut dire qu'il y a une vraie dépendance qui fait que si on a envie de faire quelque chose ou une autre chose, il y a un pays à côté qui va dire « Ah, vous êtes sûr que vous voulez faire ça? Moi, je suis pas d'accord. » Et pour continuer sur ce thème du numérique, je trouve qu'on voit aussi une accélération de finalement l'immixtion de l'État dans la vie individuelle et une extension du contrôle sur plein de facettes de notre vie.
par le truchement des outils numériques. Alors même s'ils sont pas développés par des entreprises européennes, ils se gênent pas pour finalement créer des lois qui vont les contraindre soit à partager leurs données avec les autorités compétentes, soit pour finalement quelque part sous motif de diverses réglementations, récolter des données, etc., etc. Tu avais écrit un papier que j'avais trouvé très intéressant sur les KYC AML, donc les mesures d'identification client, KYC Know Your Customer, et AML Anti-Money Laundering, donc anti-blanchiment d'argent, qui sont des obligations qui sont imposées à toutes les entreprises qui touchent de près ou de loin au secteur financier aujourd'hui, donc que ce soit les entreprises de monétique, de paiement, les entreprises comme les nôtres, que ce soit Paymium ou Bitcoin, les banques, les institutions d'intermédiation financière, etc., etc. Est-ce que tu peux nous expliquer assez synthétiquement quelle était la thèse de l'article en question et finalement qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion de ces mesures-là? Alors d'abord, un préambule sur le début, c'est-à-dire l'immixtion de l'État dans la vie privée des individus. Savoir que dans l'État de droit, donc au sens libéral, hein, l'État de droit au sens libéral, on a des libertés fondamentales qui sont garanties par Déclaration des droits de l'homme, Constitution, tout ce qu'on veut, qui sont dans la hiérarchie des normes tout en haut. C'est-à-dire qu'on est censé ne pas y déroger, quelle que soit la loi. Cependant, elles-mêmes parfois sont en conflit. Le droit de propriété peut être en conflit avec la liberté d'expression, qui peut être en conflit avec autre chose. Et donc, l'État de droit est un cadre qui permet parfaitement, en soi, d'aller rogner, par exemple, sur la vie privée. C'est pas quelque chose... Pareil, c'est une différence entre, ça va être une différence entre un libertarien et un libéral, c'est de dire non, la vie privée n'est pas maximale. Cependant, si on veut le faire dans le cadre de l'état de droit, alors il y a des conditions à respecter. On ne fait pas une loi comme ça en disant youpi, on arrête la vie privée. Non, normalement, on est censé avoir une base légale nécessaire, c'est-à-dire on ne saurait pas faire sans. On est censé être proportionné, c'est-à-dire on ne va pas sortir un marteau-piqueur pour planter un clou. Donc on vérifie qu'on ne fait que ce qui est nécessaire, pas plus que ce qui est nécessaire. Ça doit être efficace, que ça atteigne le but initial, et puis ça doit être évalué accessoirement, parce que sinon on ne sait jamais si c'est efficace. Donc ça c'est mon préambule, pourquoi? Parce que y a un lien avec le sujet monétaire qu'on établissait avant, c'est que cette notion d'efficacité et de proportionnalité qui est quand même clé dans l'état de droit, voilà, on ne se met pas à mettre un flic chez tout le monde, hein. Oui, il y aurait moins de, par exemple, je sais pas moi, de violence conjugale si on mettait un flic chez tout le monde. Est-ce pour autant une raison de mettre un flic chez tout le monde? Ah, pas forcément, parce qu'on rogne trop sur les libertés fondamentales. Le problème, c'est que ceci est intriqué particulièrement avec ce dont on parlait juste avant, c'est-à-dire le consentement à l'impôt. Une des raisons pour lesquelles on va chercher la proportionnalité, c'est parce que l'argent des impôts représente une ressource rare. Et donc si je mets un flic chez tout le monde, c'est que je recrute 2000 infirmiers de moins qui vont sauver des vies. C'est ça que ça veut dire. Donc en fait, on est obligé de faire de la proportionnalité dans la façon dont on gère le budget. Le moment où on sort d'un étalon monétaire sain, cette question ne se pose plus. Et donc on peut parfaitement dériver en disant « Ok, avant on avait des flics dans la rue, maintenant on va les voir en bas des immeubles et demain on les aura chez tout le monde », parce qu'en fait on n'a plus de contraintes budgétaires. Donc en fait la question ne se pose plus de savoir s'il y a un flic chez tout le monde, ça veut dire qu'ils seront plus là, ça veut dire qu'on peut faire tout en même temps, quitte à créer une précipitation et une fuite en avant. Dans le papier que j'écrivais, je me focalisais particulièrement sur effectivement les dérives de la surveillance financière, qui est un sujet très peu traité, y compris par les médias, parce qu'il est tabou. Il est tabou pourquoi? Parce que depuis une vingtaine d'années, en gros depuis 2001, hein, si on le fait les attentats du 11 septembre, le sujet du terrorisme est devenu un joker magique quand on est régulateur ou politicien, pour pouvoir faire passer ce qu'on veut. Parce qu'évidemment, si quelqu'un s'oppose à une réglementation qui vise à réduire le terrorisme, tout de suite on va l'accuser de favoriser le terrorisme. Et on a en tête par exemple les FISA Courts, les fameux mandats qui ont permis de mettre sur écoute à peu près le monde entier à la suite du 9/11, délivrés dans le secret le plus total, ce qui est complètement hallucinant quand on connaît le système constitutionnel américain, et on voit bien la dérive que ça avait donné avec les révélations de Snowden. Donc c'est un exemple qui me venait en tête, mais la conséquence de ces menaces terroristes, que ce soit le 9/11, les événements du Bataclan, aussi tragiques soient-ils, c'est pas juste votre dentifrice, il a plus jamais vu l'intérieur d'un avion, c'est des choses beaucoup plus dangereuses que ça pour les libertés. Exactement. Donc effectivement, la dérive, elle est taboue parce qu'aucun politicien n'ose se mettre en contradiction en disant peut-être qu'on est en train de déconner là, parce que en fait, oui, on va peut-être éviter 10 morts l'an prochain, mais en fait, entre-temps, on n'est plus une démocratie. Donc peut-être on va se remettre autour de la table et discuter. Ça ne passe pas comme discours, on passe tout de suite pour un terroriste ou
le sujet qui marche bien aussi, c'est la pédopornographie, où dès qu'on dit, bah là, on va peut-être pas surveiller les conversations de tous les Européens pour déceler, ah, vous êtes en faveur de la pédopornographie? Non, alors pas du tout, mais c'est très inaudible. Mais Donc, au-delà de ces stratégies rhétoriques, moi, il y a aussi quelque chose qui me fascine, c'est qu'on est sorti de la culture européenne qui consistait à dire, finalement, le but de la politique, c'est de permettre la liberté dans une société civile pacifiée. Et donc, le gouvernement est là pour garantir les institutions, enfin, pour faire fonctionner les institutions qui vont garantir ça. Mais aujourd'hui, et je pense que ça a commencé à peu près à l'époque que tu cites, on est beaucoup plus dans cette idée qu'il faut empêcher que le crime arrive. On n'est plus dans cette logique de, bah, finalement, il faut que les coupables soient jugés, qu'il y ait une dissuasion, etc. Mais là, on est dans la logique de dire, finalement, on va engager des moyens pour empêcher qu'un hypothétique arrive. Donc déjà, on peut rien mesurer là-dedans parce que le futur est inconnaissable. Et surtout, en fait, on a implicitement, sans avoir jamais accepté quoi que ce soit, donné un rôle complètement différent à l'État de ce qu'il était dans la tradition occidentale, quoi. l'État peut se permettre ce rôle pour toutes les raisons que j'ai développées. Ouais, S'il bien n'avait sûr. pas budget illimité, il pourrait même Bien pas sûr, le bien faire. sûr. J'avais écrit un article qui s'appelait Éloge de l'anonymat, qui est sur mon LinkedIn, dans lequel je disais exactement ce que tu disais, c'est-à-dire une société sans crime, ne vous faites pas d'illusions, c'est pas le jardin d'Éden, c'est Minority Report. Exactement. Donc Durkheim aussi en parlait en disant que de toute façon, même si on abolit un crime, la norme va se déplacer, il y a autre chose qui sera un crime. Donc de base, c'est sain, et évidemment, si on est concerné par le crime, quand on entend ça, on a envie de frapper la personne qui le dit, c'est parfaitement légitime, mais en soi, quand on prend de la hauteur et qu'on regarde la société, une société sans crime n'est pas une société saine. Ça veut dire que le crime ne peut pas s'exprimer. Or, le crime, c'est une version de la déviance. Donc si la déviance ne peut pas s'exprimer, c'est que vous êtes dans un totalitarisme, hein, donc il n'y a pas vraiment d'autres voies alternatives. Donc sur la surveillance financière, il y a effectivement ces artifices rhétoriques qui font que c'est très difficile de tenir un discours politique qui soit contre ça, parce qu'on se fait exclure tout de suite, et en fait on perd son poste, tout simplement, on ne se fait pas élire. Et donc ça donne une voie tracée pour effectivement faire des dérives, tous les 2-3 ans, en gros, sur des nouveaux textes. On en est au AML 6 en Europe, hein, qui a été voté en début d'année, donc texte anti-blanchiment numéro 6, en une vingtaine d'années, qui là maintenant c'est des limites sur les paiements en cash dans toute l'Europe, c'est l'interdiction des cryptos anonymes, donc il y a une plateforme concurrente qui vient d'interdire Monero en Europe pour ces raisons-là, c'est la vérification d'identité pour les transactions sans seuil, donc à partir de 1 euro pour les gens qui font de la crypto, chose dont sont exonérées les banques d'ailleurs. Donc on voit qu'on rentre de plus en plus dans des trucs qui sont absurdes, parce que ça n'a aucune espèce de proportionnalité. Et donc ce que j'essaie de montrer dans mon papier, c'est que on a des choses qui sont complètement délirantes, entre les emprisonnements de développeurs parce qu'ils ont créé du code, bon ok, les mesures anti-blanchiment qui sont inapplicables, voilà. J'essaie de montrer que la dérive, elle était en cours et très bien avancée, mais qu'en plus, c'était même pas efficace. C'est-à-dire que quand on regarde des travaux académiques sur le sujet de la lutte contre le blanchiment, déjà ils sont rares. Première chose, c'est qu'ils sont rares, il n'y en a pas beaucoup. Et ça, c'est inquiétant, parce qu'on se dit quelque chose qui est mis en place partout dans le monde, dans toutes les zones économiques, par tout le monde, sans cligner des yeux. Hein. Vraiment, c'est tel groupe d'action financière qui donc représente l'intérêt de mettre en place des mesures anti-blanchiment nous a dit de faire ça. C'est ça, des mesures qui concernent finalement peut-être 4 milliards de personnes sur lesquelles il n'y a aucune analyse. C'est voilà, quand même inquiétant. c'est embêtant. Il y avait une méta-analyse qui avait été faite par un chercheur qui s'appelle Ronald Paul de l'Université de La Trobe en Australie. Donc méta-analyse, c'est-à-dire que lui-même avait fait ce travail d'aller chercher la dizaine ou la quinzaine de papiers qui ont été faits en une quinzaine d'années, pour dire c'est quoi la substantifique moelle de tous ces papiers-là. Et il a une phrase dont je cite quasiment le verbatim, je m'en souviens pas par cœur, mais c'est quelque chose du genre « Les politiques anti-blanchiment concourent au prix des politiques publiques les moins efficaces jamais imaginées ». Elles sont ni efficaces ni efficientes. Donc, on rappelle la différence, efficace, on atteint le but, efficient, on le fait avec le moins de ressources possible. Efficace parce que, en réalité, le crime s'est jamais aussi bien porté, il continue de fleurir, le PIB du crime monte. Déjà, si on regarde juste les affaires récentes, il y a une révélation il y a pas longtemps comme quoi il y a des banques qui avaient beaucoup facilité les mouvements de fonds du groupe Wagner et de Prigozhin à titre personnel. Donc franchement, si le mercenaire qui a le plus d'exposition au monde n'est pas attrapé par ces mesures, enfin, à quoi elles servent? Et je pense aussi notamment à l'affaire de blanchiment d'argent des revenus du cartel Juarez par HSBC en 2012, qui finalement avait donné lieu, je crois, à une amende qui était inférieure aux sommes gagnées grâce au blanchiment. C'est surtout que personne n'est allé en prison. Oui, mais enfin bon, bref. Alors que le développeur, lui, il y va avant son procès. Donc il y a un petit décalage, entre guillemets, de proportionnalité. Mais oui, donc elles sont pas efficaces, parce que on n'arrive pas à attraper les gens, et en plus, le crime continue de prospérer. Mais en plus, elles sont pas efficientes parce que elles viennent
mettre un poids économique supplémentaire sur l'industrie privée et sur le secteur public, d'aller faire des vérifications qui, non contentes de coûter énormément d'argent, en plus viennent rogner sur les libertés fondamentales, parce que la phrase qui commence à revenir de manière inquiétante, c'est quand même « si t'as rien à cacher, t'as rien à craindre », qui est une phrase absolument terrible en démocratie. On ne peut pas dire ça, c'est pas possible. Mais sur la partie du coût, sur l'Europe seulement, je citais le chiffre de mémoire, mais vous pouvez le vérifier dans l'article en question, le coût juste pour le secteur juste pour le secteur privé de la lutte anti-blanchiment en Europe, c'est 144 milliards par an d'euros. Le total du crime, c'est 110 milliards. Donc en fait, en Europe, on est dans une situation si absurde que juste le privé, donc sans compter le public, dépense plus que l'intégralité du crime. Donc même si les mesures étaient efficientes à 100%, ou efficaces en l'occurrence plutôt à 100%, ça coûterait quand même trop cher. Or, cette efficacité, elle n'est pas de 100%, elle est de 0,05%. Donc on récupère quasiment rien, et encore, c'est en étant généreux, parce que dans ces 0,05%, on ne sait pas la part qui aurait été récupérée quand même, grâce à des contrôles aux douanes, des saisies, des choses qui ne relèvent pas de la surveillance financière. Donc on est vraiment dans un délire très important, quoi. C'est pas on a réussi à récupérer 50%, c'est 0,05% contre une hypothécation des libertés fondamentales, des dérives totalitaires, et un coût important sur la puissance publique et privée, qui en plus, évidemment, crée des barrières à l'entrée, donc des monopoles et des cartels, donc un impact indirect sur plein d'autres secteurs d'économie. J'en veux pour preuve le secteur crypto, qui en France n'arrive toujours pas à ouvrir de compte bancaire. J'aurais pas pu le dire mieux, et c'est vrai que nous, on s'en rend compte de plein pied, quand on voit les exigences qui arrivent avec Mika, et les ressources qu'ont les acteurs en France. Paymium n'est pas un des petits acteurs français, Bull Bitcoin n'est pas forcément un petit acteur à l'échelle du marché français, et pourtant, nous, quand on regarde les ressources qu'on va devoir engager, pour le dire simplement, moi je passe 50% de mon temps à écrire des procédures, à faire des vérifications, etc., etc. Donc c'est un peu comme si on disait aux acteurs, vous allez conquérir sur un marché qui est par définition mondial, parce que c'est des protocoles ouverts et parce qu'on est aussi en 2024, quoi. Et vous allez avoir une taxe de 50% en fait, parce que si vous prenez 50% de vos ressources qui sont utilisées qu'à faire des trucs qui produisent pas de valeur pour vos clients, c'est compliqué. Et du coup, moi, ça me fait penser à cette situation. J'avais beaucoup aimé lire ton papier, notamment parce que déjà, on se rend bien compte que ça marche pas, ces trucs-là. Mais quand on a les chiffres sous les yeux, je trouve que c'est encore plus monstrueux, évident. En fait, on se rend pas compte. Mais oui. Et l'ordre de grandeur est incroyable. Et surtout, ça m'a fait penser à finalement cette situation dans laquelle on a mis en place un truc et on sait que ça marche pas. Tout le monde sait que ça marche pas. Même les mecs qui ont mis en place savent que ça marche pas, mais on le fait quand même. Ça me faisait penser à cette phrase que Solzhenitsyn a dans l'archipel du Goulag. Ils mentent, nous savons qu'ils mentent, ils savent qu'on sait qu'ils mentent, nous savons qu'ils savent que nous savons qu'ils mentent, mais ils mentent quand même. Il y a un peu de ça, ouais. Et effectivement, pourquoi ça m'a fait penser à ça? Parce que c'est très insidieux comme manière d'arriver à une société de surveillance, dans le sens où c'est pas pour rien que je prenais cet exemple, c'est-à-dire que les peuples de l'ex-URSS ne voulaient probablement pas cet état de la société, et si on leur avait demandé, ils auraient dit non. Mais en fait, en atomisant les gens et en leur faisant faire des trucs absurdes toute la journée dans un système où finalement leur bon sens leur dit un truc, mais la norme, donc le besoin d'appartenance, le fait de rester dans la loi, etc., de protéger ses intérêts personnels, etc., vous fait faire un comportement différent, vous pouvez arriver à faire des choses aux gens pendant très très longtemps, en fait. Oui, mais c'est parce que le système s'auto-entretient, en fait. Le problème, c'est qu'il est une fuite en avant qui tue mécaniquement la concurrence, ceux qui sont pas d'accord avec, pour des raisons économiques majoritairement, mais ça peut être aussi des raisons normatives ou de capture du régulateur, enfin, il y a plein de raisons. Et donc, à la fin, on se retrouve dans un système un petit peu ubuesque où les seuls qui sont au courant de l'absurdité sont ceux qui ont intérêt à ce qu'elle continue. Parce que c'est trop complexe, la finance. Il y a beaucoup de politiciens qui ne veulent même pas y toucher, parce que quand on rentre dedans, aujourd'hui, les produits financiers, la réglementation financière, faut se cogner un paquet de pages à lire et à comprendre, en ayant le verbiage, la connaissance, l'historique, le marché. Donc, c'est pas accessible comme ça. Et donc, beaucoup préfèrent tout simplement dire, bon, je vais rester en surface, je vais reprendre les éléments de langage d'un lobby X ou Y, et puis je vais faire ma carrière comme ça. Donc, dans le cas de la société, de la surveillance financière, là, on parle des enjeux économiques, et
peut en continuer d'en parler, parce qu'il y a des sujets connexes de concentration du marché, cartélisation, capture de régulateurs, qui sont très avancés. En France, on avait eu le sujet où il y avait même un membre du board de l'AMF qui a démissionné il y a 2 ans en disant les conditions d'indépendance de l'AMF ne sont plus réunies en France. Parce que l'actuel président de l'AMF vient du lobby bancaire. Son précédent poste, c'était directrice générale de la Fédération bancaire française, sachant que son poste encore avant, c'était au ministère de l'économie, donc elle a vraiment le conflit d'intérêts public et privé. Et aujourd'hui, elle est régulateur, je sais pas comment on dit, du secteur. L'ESMA, au niveau européen, c'est un ancien de Santander, le gouverneur de la Banque de France est un ancien BNP, et en fait, le truc s'auto-entretient, puisque comme on a créé une barrière à l'entrée, aujourd'hui, si on veut être un professionnel de la finance, on est quasiment obligé d'aller dans une banque, donc si on veut être régulateur financier et qu'il n'y a plus que des professionnels dans la banque, on est obligé de s'approvisionner chez les banquiers. Et en même temps, si vous avez une surrégulation partout, vous allez, entre guillemets, la meilleure chose que vous pouvez faire pour développer votre business, augmenter vos marges, vos parts de marché, etc., c'est d'obtenir des niches, de naviguer la régulation, etc. Et donc, en définitive, on finit un peu dans la grève d'Ayn Rand, quoi. C'est-à-dire qu'on met quelque part à la place des entrepreneurs, des grands managers, etc., à la tête de l'appareil de production, des gens qui ont je vais pas dire pour seule qualité, mais pour qualité principale, leur connexion, leur capacité à comprendre le système, leur capacité à avoir fait les lois, etc. C'est un pantouflage que plein de personnes ont dénoncé en France depuis des années, mais ça ne s'arrête pas, quoi. Ça ne s'arrête pas, et puis comme je le disais, non seulement ça ne s'arrête pas, mais ça s'auto-entretient, puisque voilà, à coup de cartels, de barrières à l'entrée, de machin, ça devient très difficile. Un exemple de ça, c'est qu'il y a quelques années, les acteurs français, pour ceux qui s'en souviennent, on nous avait imposé sur la partie crypto la double vérification d'identité, en disant non, en fait, le KYC tout seul ne suffit pas, il faut vérifier par une deuxième voie, qui seront parmi la liste des voies certifiées par l'ANSSI. Alors c'était formidable parce qu'à l'époque, il n'y avait que 2 voies. Il y avait la solution de la Poste et un virement SEPA. Donc en fait, par définition, pour qu'un acteur européen, donc il y a un marché crypto en face de lui de 7 milliards d'individus potentiels. Ben non, si vous êtes situé en Europe, ce marché vient d'être réduit à entre 60 millions, la France, parce que la Poste est accessible qu'en France, ou, si vous avez de la chance, les gens bancarisés en Europe. Mais c'est tout, point, c'est votre borne max. Et donc on se dit, donc nous on est les seuls à avoir ces contraintes-là, ça n'empêche pas des acteurs étrangers sans aucune contrainte de continuer d'opérer en France. D'ailleurs les Français ne se privent pas d'aller chez ces acteurs-là. Et nous, on nous impose des contraintes supplémentaires qui, de toute façon, comme elles seront, tu le disais tout à l'heure, une taxe, entre guillemets, déguisée, puisque du coup, on doit passer 30-40% de notre temps à faire des choses qui ne sont pas du développement commercial, forcément, on est moins compétitif. Et donc, si on est moins compétitif, on meurt. Et donc, si on meurt, soit on est racheté par un concurrent étranger, soit le cartel actuel des acteurs financiers continue. Je vais dire un tout petit mot aussi sur le fait que les gens ne se rendent pas compte aussi qu'il y a un impact qui n'est pas que économique, parce que là on a notre discussion, les gens pourraient dire en gros ils se plaignent, ils ont des taxes à payer, ils sont pas solidaires de la nation. C'est pas exactement. Je vais prendre un exemple très droit humain. Vraiment là on est sur la base. En Union européenne, supposons que vous avez réussi à avoir le droit d'asile. Donc, vous êtes protégé par l'Union européenne, vous avez le droit d'exercer comme un citoyen normal, vous êtes protégé. Donc par définition, vous venez d'un endroit qui n'est pas spécialement respectueux des libertés individuelles. Donc vous ne pourrez pas être bancarisé, puisque vous serez dans une liste d'endroits qui ne sont pas recommandables par l'institution, qu'on appelle le GAFI, tout sauf élu, mais qui recommande de dire, voilà, ces gens-là sont sur liste grise, liste noire, vous n'avez pas le droit de dealer avec eux. Donc vous venez en droit d'asile en Europe, en France, disons en France, et en France, on n'a pas le droit de toucher son salaire hors d'un compte bancaire. Donc vous avez le droit d'asile, vous ne pouvez pas vivre, parce qu'il y a une réglementation financière qui vous dit que si vous venez d'un pays comme ça, vous êtes risqué, donc... Alors évidemment, personne ne prend la responsabilité, le régulateur dit aux acteurs de faire l'approche par les risques, et évidemment l'acteur il n'a pas envie de prendre le risque, il voit quelqu'un venir d'un pays qui est soit autoritaire, totalitaire, machin, on ne va pas mettre en cause l'ensemble de la licence bancaire de l'établissement pour prendre un client dont on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est un cas absurde parmi tant d'autres, on pourrait dire les camionneurs canadiens en 2022, au UK il y a eu Nigel Farage qui s'était fait jeter alors que c'est un personnage politique important, et on a fini par apprendre que c'était pour ses opinions politiques. En Inde, en 2024, il y a eu le parti de l'opposition qui s'est fait couper tous ses comptes bancaires. On a eu Charles Gave en France, parce qu'il a eu l'outrecuidance de prêter à la campagne de reconquête. Tout à fait. De manière générale, le RN non plus est obligé d'aller se bancariser à l'étranger. En fait, on peut ne pas aimer les idées du RN,
ce qui est mon cas, mais le fait même qu'on a un acteur politique français qui représente une partie substantielle de la population, qui soit obligé de se bancariser à l'étranger, crée de la dépendance. Donc en fait, on crée de la dépendance en forçant des acteurs politiques à se bancariser à l'étranger. Donc en fait, cette Et surveillance après, financière... on va écrire des beaux articles pour dire qu'il y a trop de connivence avec tel ou tel pays, Exactement. et que du coup c'est des traîtres à la nation, alors qu'on les a poussés dans leurs bras. Exactement. Donc en fait, cette surveillance financière, elle est insidieuse parce qu'on ne se rend pas compte des ramifications sur la démocratie, sur les libertés individuelles. Et encore, si tout ça était efficace, mais c'est pas le cas. Ouais, et puis c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'en expliquant ça, tu as presque listé toutes les zones dans lesquelles Bitcoin fleurit et grandit. Parce que là où ces individus se font, ou entreprises, ou partis politiques, se font finalement exclure du système à un point où l'exemple que tu donnais avec le demandeur d'asile, et enfin voilà, vous avez bravé la mort dans certains cas, vous êtes honnête, vous avez envie de travailler, et quelque part on vous l'interdit juste parce que vous n'avez pas le bon passeport, quoi. Et bah finalement, c'est aussi là que Bitcoin s'insinue, c'est-à-dire que même si bien sûr c'est jamais agréable de vivre dans une zone grise entre guillemets, voire d'être dans cette situation qu'on décrivait avant. Il y a quelque part une sorte comment dire, d'effort marketing qui est fait par beaucoup de gouvernements en Europe aujourd'hui, que je salue fortement parce que on est en train de mettre tellement de personnes dans une situation où ils vont pas avoir beaucoup de meilleures solutions que ça peut aussi les inciter quelque part à essayer de comprendre, à se renseigner et à pas juste le voir comme un outil de spéculation ou comme un élément d'épargne, même si ça en fait partie, mais aussi comme tout simplement un levier pour garantir des libertés fondamentales dans des cas extrêmes où vous devez payer votre facture, vous devez payer votre loyer, vous devez quitter votre pays parce qu'il est en guerre, vous devez protéger vos communications, vous devez... je pense qu'on comprend beaucoup mieux l'utilité de Bitcoin quand on est un Libanais qui se connecte à son compte bancaire et que ça ne répond plus que quand on est un Français dont le virement sait pas ou le paiement sans contact fonctionne. Et le plus récent, c'était l'opposante au Venezuela, qui au bout de 2 semaines était déjà sur la chaîne de Human Rights Foundation pour dire on est passé en Bitcoin, parce qu'en fait on ne peut pas opérer, sinon il y a un gars au pouvoir et il nous dit vous avez plus de compte bancaire. Donc effectivement, on espère qu'on n'en arrivera pas au stade du Venezuela, mais on a besoin de cette soupape de sécurité à côté, qui est ce système de déviance, qui est Bitcoin, qui est un système neutre de liberté, qui donc remet la capacité d'innover, remet de la capacité d'être libre, parce qu'effectivement, la dérive actuelle du système, tant qu'elle n'a pas de porte de sortie, est désespérante. On ne voit pas où on va. Et là, on a une petite lueur d'espoir de se dire, si on développe assez ce système financier concomitant parallèle, en fait, il y a un aiguillon. Ils pourront pas faire ce qu'ils veulent parce que s'ils vont trop loin, à un moment donné, les gens vont s'en aller. Il y a un contre-pouvoir d'une certaine manière. La concurrence. Et c'est très intéressant parce que là, la discussion qu'on a vraiment dans le cadre de la préservation des libertés, d'avoir cette espèce de contre-pouvoir qui, dans le fonctionnement des administrations, le jeu démocratique, etc., et les forces politiques, peut éviter des dérives trop extrêmes, ça n'a de réalité que si on a si on fait sa garde en propre, qu'on a une capacité à pouvoir utiliser ces bitcoins directement, à pouvoir interagir avec le réseau directement, ce qui est une notion qu'on martèle depuis longtemps quand même, mais qui, entre guillemets, était souvent, je trouve, considéré comme un délire un peu de maximaliste ou de geek technologique qui aime bien se faire chier avec des wallets, des hardware wallets, des trucs compliqués à utiliser. Mais en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus de cas, avec les répressions dont tu parles, où on est dans des situations où on se rend compte que c'est vrai que oui, j'avais des bitcoins sur Revolut ou sur n'importe quelle autre plateforme, hein, j'ai pas de préférence, et en fait du coup je me suis dit que j'allais pouvoir les utiliser dans tel tel cas. Je pense par exemple c'était l'exemple des truckers qui ont découvert que en fait ils avaient de l'argent jusqu'à ce qu'ils en avaient plus le jour où ils ont commencé à gêner en utilisant leur droit complètement constitutionnel à manifester. Ça a d'ailleurs été jugé comme étant anticonstitutionnel par la Cour constitutionnelle du Canada en 2024, mais c'était trop tard, c'était 2 ans trop tard. Oui, et d'ailleurs, encore un bel exemple on fait une action préventive alors qu'on devrait a posteriori faire appliquer le droit. Et effectivement, c'est dans ces situations-là qu'on voit l'importance de la self-custody, et c'est quelque chose qui est un peu frustrant, je trouve, dans
dans nos chaussures, où on répète ça à longueur de journée, mais c'est vrai qu'on se rend compte du besoin d'une assurance le jour où la baraque est en feu, quoi. C'est très difficile de comprendre ça quand, bon, bah, t'es en France, t'es tranquille, t'es dans ton salon, ok, il y a des choses qui vont pas bien dans le pays, etc., mais on n'est pas du tout dans les exemples que tu citais, du Venezuela, de la Russie, de l'Iran ou autre. Moi, j'avais eu, pour l'anecdote, j'avais fait un cours à HEC sur le sujet de Bitcoin. L'audience à HEC, il y a 30% de Français, mais le reste, c'est des internationaux. Et donc, c'était très drôle de voir la différence parce que au premier rang, j'avais un Russe à côté d'une Ukrainienne. Le Russe avait payé ses frais de scolarité en crypto parce qu'il avait plus d'argent pour quitter le pays. L'Ukrainienne s'était en allée avec de la crypto, en l'occurrence Bitcoin, parce que, bah, pareil, les distributeurs s'étaient limités, etc. J'avais 3 Indiennes où, quand je leur disais, je leur parlais de dévaluation de la monnaie, elles disaient, oui, oui, t'inquiète, on voit très bien de quoi tu parles. Voilà, j'avais une Libanaise, premier rang, qui, pareil, oui, la débancarisation, ouais, tu peux passer à la suite, je vois de quoi tu parles. J'avais de tout. Et puis la première question qui m'a été posée à la fin, au bout d'une heure de présentation, c'est un Français qui m'a dit, voilà, merci pour la présentation. Je pense que j'ai toujours pas compris à quoi servait Bitcoin. Et en fait, j'étais là, mais t'as écouté tes petits camarades, en fait, ou pas? Parce que c'est même pas de moi, hein, je les ai fait participer précisément pour te donner l'exemple que c'est pas mon délire personnel, en fait. C'est dans la salle, tous les gens qui ne sont pas français voient très bien de quoi je veux parler. Mais comme on est en France avec 99% de taux de bancarisation, l'inflation faible parce qu'on a préféré mettre de la dette à la place, parce que les paiements sans contact au supermarché fonctionnent bien, etc. Effectivement, on est loin, on est dans ce que tu dis, c'est-à-dire l'assurance le jour où la maison est en feu. Mais il y avait vraiment cette difficulté de compréhension et un autre truc culturel qui était que sa première question de la deuxième personne, c'était un Français aussi qui demandait « mais qui est Satoshi Nakamoto ?» Parce que pour les Français, si on ne sait pas qui y a derrière, il y a un côté un peu analyse marxiste, hein. Il faut que tu me dises d'où tu parles, sinon je ne peux pas te faire confiance. Et dans les autres pays, Satoshi, bon, c'est une question, mais c'est pas non plus... Oui, c'est ça, on voit que le truc marche. Voilà, c'est pas rédhibitoire. C'est une question, on va dire, c'est intéressant parce que ça excite l'imaginaire et que ça permet de marketer des documentaires à la con. C'est comme la chouette d'or qui vient d'être trouvée. Mais pour revenir sur la self-custody en 2 minutes, moi, ma conviction, c'est que, en fait, il y a 2 niveaux d'analyse. Il y a le niveau faire sa self-custody et il y a le niveau la self-custody est une alternative qui existe. Le fait que la self-custody existe est jusqu'à un certain point suffisant comme alternative pour pouvoir s'échapper d'un certain nombre de situations. Et pour beaucoup, de la même façon que, je sais pas, moi je rentre dans un taxi, je demande pas de quoi le moteur est fait, je vais au restaurant, je vais pas inspecter la cuisine. Moi, je n'ai pas comme volonté d'aller vers une société où personne se fait confiance. La division du travail fonctionne, non, mais il y a des lois, etc. À l'inverse, tu vas peut-être faire confiance aux avis que tu as vus sur le restaurant avant d'y aller. Tout à fait. C'est pour ça que je dis qu'il y a un deuxième niveau, qui est la faire soi-même. Jusqu'à une certaine mesure, le fait d'avoir la capacité, par exemple, tu es sur une place de marché ou tu es sur Revolut ou peu importe, et tu peux retirer à tout moment, pour certains cas, ça suffit. Ouais, mais tu peux jusqu'à ce que tu puisses plus. Mais dans certains cas où effectivement tu te dis, bah en fait, moi j'ai vraiment le doute sur la capacité du système à survivre les 6 prochains mois, dans ce cas-là, ce qui est intéressant, c'est que dans le système bancaire, ta seule alternative, c'est d'aller au guichet, retirer en physique et ensuite de stocker sous un matelas. Dans le système Bitcoin, tu peux parfaitement aller retirer ces Bitcoins et dire maintenant je fais de la self-custody. Bah, ça dépend de la plateforme, ça dépend de la situation, alors, ça dépend du fait qu'elle ait des Bitcoins, parce que tu te mets dans une situation où tu permets des FTX aussi. Justement, c'est là que je veux en venir, c'est que les acteurs ne se valent pas tous. Moi, ce que je trouve marrant, c'est que tu as certains acteurs qui permettent de s'exposer au prix de la crypto depuis 3-4 ans, mais qui ne permettent pas de retirer. Et aujourd'hui, quand ils disent, en fait, grande nouvelle, on vous permet de retirer, tout le monde est là, genre, ah, formidable, exceptionnel. Ils permettent de retirer les bitcoins, quoi. Donc ça veut dire qu'avant, ils les avaient pas vraiment. Moi, je considère que si, effectivement, à tout moment, on peut pas retirer... Ou ils n'avaient pas la capacité technique de le faire. Ce qui est autre chose, mais enfin, ça prend pas 4 ans non, à designer la capacité de faire. Puis d'ailleurs, on peut vous aider, hein. C'est pas très compliqué. Tout à fait. Donc nous, on est assez serein, en tout cas moi personnellement, je suis assez serein sur le fait de dire que les gens qui veulent s'éduquer à la self-custody, c'est important, même pour tout le monde, d'avoir une part de ce qu'on a en self-custody, parce qu'on sait jamais, mais c'est parfaitement logique et je pense que au-delà des early adopters, la plupart des gens n'auront pas envie de le gérer eux-mêmes parce qu'ils n'en ont pas soit la capacité, soit le temps à dédier, soit la confiance en eux-mêmes, soit autre chose. Mais ce qui fait que dans la courbe d'adoption,
la plupart des gens qui sont devant nous, qui n'ont pas encore adopté, il y a une éducation qui est nécessaire à faire la self-custody, mais ce ne sera pas la porte d'entrée, parce que ce sera trop difficile comme niveau. Ce sera probablement plutôt le niveau 2 ou 3 dans le chemin d'apprentissage et d'adoption, et qu'au bout du bout, si c'est quelqu'un qui se lève à 5h du matin parce qu'il est boulanger, qui fait son pain, nanana, il rentre, il a sa famille, etc., il est à 22h30, il est crevé, il n'aura pas nécessairement le temps de cerveau disponible ou la volonté de se mettre dans des sujets de conservation, de multicycle, de déplacer ses clés, de les stocker géographiquement des endroits différents. Et donc, il préférera peut-être se dire « Ok, j'ai de la self-custody, mais c'est un ledger chez moi, et puis bon, si je me fais cambrioler, tant pis. » Plutôt que de dire je vais faire l'effort de vraiment le faire pour 100% de mes assets. Donc c'est pour ça que le marché peut servir ces différents besoins. Il y en a qui n'ont pas besoin de faire la même chose. Et après, tu as des formes de custody qui sont pas exactement de la self-custody, mais que je trouve qui sont déjà un compromis un peu moins dégueulasse par rapport à des plateformes offshore dont tu n'as aucune idée de la respectabilité et des processus internes. C'est de, par exemple, trouver quelqu'un autour de toi qui lui a fait l'effort, tu lui fais confiance, etc., etc. C'est-à-dire que, tu vois, pour moi, je n'opposerais pas l'injonction à la self-custody au fait de dire aux gens, bon, ok, vous pouvez plus faire confiance à personne. Dans certains cas, tu as des protocoles comme par exemple Fedimint qui essayent finalement de rendre les cas que je décris plus faciles. C'est-à-dire de dire, bah, en fait, pourquoi pas s'appuyer sur les réseaux de confiance historiques qui ont toujours existé dans l'humanité, c'est-à-dire le local, la famille, les gens qu'on connaît parce qu'on est enraciné avec eux et qu'on partage notre vie avec eux quoi qu'il arrive. Il y a un coût de sortie beaucoup trop grand. Et donc, finalement, oui, c'est pas économiquement logique que tous les boulangers de France et de Navarre aient à apprendre cette complexité. Par contre, c'est peut-être pas déconnant de se dire que si on prend le nombre de Dunbar, on a tous dans les 50 personnes qu'on connaît bien, machin, etc., quelqu'un qui peut déjà, nous aider à comprendre tous ces sujets-là, nous prémâcher le travail un petit peu, etc., parce qu'il faut quand même le dire que je pense qu'à ton époque où t'es rentré, la mienne, c'était quand même beaucoup plus difficile et beaucoup plus chronophage de faire tout ça que maintenant. Et en plus, on peut aussi se dire, par exemple, je sais pas si c'est pour mes grands-parents ou etc., je vais peut-être détenir une clé ou détenir un backup à leur place, etc. Comme ça, ils peuvent le faire avec la tranquillité d'esprit et de se dire, bon, si jamais je m'embrouille avec mon petit-fils, j'ai quand même la main dessus et puis je trouverai peut-être un moyen de les récupérer parce que j'ai les éléments, même si je me rappelle plus, j'ai pas tout compris ce qu'il m'a raconté. Et puis bon, si jamais j'ai une galère, de toute manière, il y a un filet de sécurité, quoi. Oui, il peut me débloquer. Mais chacun va y aller avec son niveau de l'éducation. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Il n'y a pas de l'injonction. Il ne faut surtout pas terminer sur une injonction à la self-custody à 100% pour tout le monde. Ouais. Pour moi, c'est plus risqué. Ouais, c'est ça. Souvent, faut y aller petit à petit. Hein. Moi, quand j'y suis allé petit à petit au début. Hein. Tout à fait. Mais c'est plus sain. Et même dans la majorité des gens, il y aura probablement une proportion qui fera de la self-custody, mais qui aura envie de la faire pour 10% de son épargne, qui est le matelas de sécurité au cas où tout part en cacahuète et il faut s'en aller avec de l'argent. Voilà. Carrément. Et sur ce, je te propose qu'on s'arrête là. On a déjà couvert pas mal de sujets. Merci beaucoup de nous avoir accordé ton temps et pour tous ces éclaircissements. C'est toujours passionnant comme d'habitude. Et j'espère qu'on se reparlera sur cette chaîne ou ailleurs. De toute manière, on a des combats à mener, j'ai l'impression, donc on risque de se recroiser. On se retrouve fréquemment. Merci pour l'invitation. Je t'en prie, merci à toi.